relations internationales. Elle a une vaste expérience dans l'engagement des jeunes et le renforcement institutionnel des organisations de la société civile. Et nous avons le plaisir d'avoir Madame Aïda en tant que directrice pays de la Fondation Batonga au Sénégal. Bonjour Aïda. Bonjour ou bonsoir, Natacha. Il me semble que j'ai des difficultés pour accéder à la caméra parce que je n'ai pas cette option. Peut-être au niveau technique, on peut regarder D'accord. et peut-être m'octroyer la possibilité de mettre la caméra, mais je n'ai que le son pour le moment. D'accord. Je pense qu'on va régler ce problème d'ici là. Merci d'être des nôtres. Et pour finir, nous avons Dr Maram Sissé, qui est responsable Jean à IPAR, Initiative prospective agricole et rurale au Sénégal. Elle est chercheuse associée au GESTES, groupe d'études et de recherche en genre et société de l'Université Gaston Berger et enseigne à l'Université numérique tchèque Hamidou Ken. Elle a également occupé le poste de coordonnatrice de la cellule genre du ministère des collectivités territoriales. Bonsoir, Dr Mara. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci beaucoup à vous. Et pour finir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la directrice exécutive de la Fondation Batonga qui est avec nous, Madame Kodou. Donc, elle va nous faire le plaisir d'introduire, de donner son mot d'ouverture pour ce webinaire. Bonsoir, Kodou. Oui, Kodou, c'est muted. Le micro. Le micro. Oui. Voilà. Donc, je disais bonjour, Natacha, bonjour à tout le monde et bonjour à nos chers panélistes. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup à Kodou. Je ne sais pas si Kodou veut aller un peu plus en détail sur le thème d'aujourd'hui avant qu'on ne commence par poser les questions à nos panélistes. Merci encore, Natacha, chers participants et participantes. C'est vraiment avec un plaisir renouvelé que je me joins à vous pour ce webinaire et qui est vraiment dont le thème est d'une importance capitale pour Batonga et pour les panélistes qui sont nos invités aujourd'hui. Ce thème donc, investir dans l'autonomisation économique des femmes, défis et opportunités, s'inscrit vraiment dans la ligne droite du thème de la Journée internationale de la femme, des droits de la femme, comme dirait Natacha, dont le thème cette année est accélérer le rythme des investissements, n'est-ce pas? Donc, en ma qualité de directrice exécutive de la Fondation Batonga, je suis très, très honorée de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de cette thématique qui vraiment guide notre mission et notre engagement envers l'autonomisation des femmes. Je ne suis pas sûre si je suis connectée. Natacha, je vois que ton image est figée. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Les choses sont figées et on a un problème de connexion en ce moment. Voilà. Donc, la Fondation s'est engagée depuis quand même sa création à transformer les vies des jeunes filles, la vie des jeunes filles et des femmes d'Afrique, surtout particulièrement au Bénin et maintenant au Sénégal. Mais avant cela, à travers des bourses pour les jeunes filles défavorisées, un peu à travers le continent. Et donc, depuis plus d'une décennie, nous offrons à ces jeunes filles l'accès à une éducation de qualité, à une formation qui renforce leurs compétences pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel.
Et nous croyons fermement que l'éducation et la formation sont vraiment le fondement de l'autonomisation économique des femmes, car elles leur donnent des outils nécessaires pour briser le cycle de la pauvreté, prendre des décisions éclairées et pouvoir contribuer de manière significative au développement de leur communauté et de leur nation. Donc, la pertinence du thème dont nous discuterons avec nos panélistes aujourd'hui ne saurait être sous-estimée, car il touche au cœur des enjeux socio-économiques contemporains, particulièrement pour le continent africain. L'autonomisation économique des femmes est bien plus qu'une simple question de justice sociale. On ne peut pas éluder plus de la moitié de l'agent, je veux dire l'agent féminin, plus de la moitié de la population africaine quand il s'agit de développement durable et de prospérité. Les femmes représentent donc une force économique considérable, surtout dans le secteur de l'agriculture, mais également dans le secteur de ce qu'on appelle en anglais le care economy. Sans le dévouement des femmes, les maisons ne tourneraient pas, les foyers ne tourneraient pas, et en plus, elles contribuent économiquement. Donc, c'est un double travail, souvent non rémunéré, qui fait tourner l'économie de nos pays africains. Donc, il y a des obstacles structurels qui limitent l'accès des femmes aux ressources financières, mais également aux ressources tout court, l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat, la terre pour faire leurs activités agricoles. Donc, il est impératif d'investir davantage pour que cette autonomisation économique puisse avoir une base pour se propulser. On ne peut plus continuer à parler de donation, par exemple, sans pour autant parler à la rémunération du travail des femmes, n'est-ce pas? Donc, nous célébrons cette journée dans quelques jours et nous préparons également la session, 68e session de la Commission de la condition de la femme, la CSW, dans quelques jours. Il est essentiel dans ce contexte de réaffirmer notre engagement envers l'autonomisation économique des femmes. Ces événements mondiaux nous rappellent l'importance de reconnaître la réalisation des femmes, les réalisations, de promouvoir l'égalité entre les genres et de prendre des mesures concrètes et d'investir des sommes importantes pour éliminer les obstacles à leur autonomisation, à notre autonomisation. Donc, l'Afrique ne peut pas être en reste dans cette dynamique et nous alignons nos efforts avec la vision de cette journée internationale. Mais Batonga, depuis bien longtemps, se bat pour que ce combat se réalise au niveau de la région ouest-africaine, particulièrement au Bénin et au Sénégal, comme vous le savez. En effet, l'autonomisation économique des femmes est intrinsèquement liée à ces dynamiques internationales, comme les objectifs de développement durable, notamment l'éradication de la pauvreté, l'ODD 1, l'éducation de qualité, l'ODD 4, l'égalité des genres, l'ODD 5, le travail décent et la croissance économique, l'ODD 8, ainsi que la réduction des inégalités de toutes sortes, l'ODD 10. Donc, en réaffirmant notre engagement aujourd'hui à travers ce webinaire et en recueillant les avis éclairés techniques de nos panélistes, dont certains, dont l'une d'entre elles est parmi la famille Batonga, nous ne faisons que renforcer notre engagement à cette thématique qui est cruciale pour que l'Afrique continue à se développer. Donc, au cours de ce webinaire, nous aurons l'opportunité d'explorer les défis, les opportunités qui se présentent aux femmes en matière de création de revenus, création de ressources à travers l'entrepreneuriat et à travers l'emploi.
En particulier, nous aimerions vraiment recueillir de l'expérience de nos invités, euh, euh, en tout cas apprendre de ces expériences-là, prendre des bonnes pratiques ou des meilleures pratiques dont elles sont conscientes et pouvoir peut-être les intégrer dans le travail de tout le monde qui est présent ici. On n'arrête pas d'apprendre. Ensemble, donc, nous pourrons œuvrer pour un monde où l'autonomisation économique des femmes n'est plus un objectif lointain ou une démarche abstraite, mais une réalité tangible pour toutes. Donc, je vous encourage à participer activement. Vous avez parmi vous des gens qui peuvent vraiment répondre aux questions techniques, mais également partager leurs expériences professionnelles et personnelles en souhaitant vraiment une bonne tenue de ce webinaire. Je vous remercie d'avance de votre présence et de votre engagement envers cette cause noble qui est l'autonomisation de nous-mêmes, femmes, et j'espère que nos amis hommes qui sont parmi nous pourront nous continuer à nous soutenir. Merci Natacha. Bonne continuation. Merci beaucoup, Akodou, pour ce mot d'ouverture qui jette en fait les bases pour ce thème qui est très, très important pour nous au sein de la Fondation Batonga. Et je retiens du mot d'ouverture de Kodou que l'autonomisation économique des femmes, c'est plus qu'une simple question de justice économique. Donc, il y va en fait de l'intérêt du monde que de considérer toutes les femmes pour qu'elles contribuent à leur juste valeur à l'économie mondiale. Merci beaucoup, Akodou. Nous allons continuer avec notre webinaire et nous avons la chance d'avoir avec nous une des participantes à nos programmes qui est là. Elle s'appelle Rita. Donc, tout à l'heure, on aura le plaisir de l'entendre. C'est un peu comme l'initiative Nos voix comptent. Les voix de nos participantes comptent. Donc, c'est pour cela qu'on l'a invitée pour ce webinaire. Nous avons aussi le plaisir d'avoir la modératrice qui est là et qui, d'ici là, va prendre en fait la main. Bonjour, Madame Hermione. Oui, bonjour Natacha. D'accord. Donc, nous étions en train de présenter, nous avons eu le mot d'ouverture de la directrice exécutive de la Fondation Batonga et juste, vous êtes venu au bon moment pour lancer en fait avec les questions. Merci beaucoup, Madame Hermione. Vous me recevez? Oui, très bien. D'accord, ça marche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Hermione. Madame Hermione, est-ce que vous allez commencer avec les questions ou bien je commence? Vu que je n'avais pas eu le début, je vous suis d'abord et je rentre dedans après. Oui, D'accord, merci beaucoup, merci. oui, allez-y. Donc, ma première question s'adresse à Madame Safi. Madame Safi, qui est de la Fondation Mastercard, cette fondation qui nous accompagne depuis plusieurs années déjà. Madame Safi, quels sont les principaux obstacles structurels qui entravent l'autonomisation économique des femmes dans notre société actuelle? Merci Natacha et je pense que ce sera pour renchérir par rapport à ce que Kodou vient de dire. Les obstacles auxquels les femmes et les filles, les jeunes femmes pour nous, la Fondation Mastercard, qui comme vous savez a une cible exclusivement jeune, donc de 15 à 35 ans. Et donc l'obstacle des filles et des femmes vraiment à l'autonomisation économique, tout d'abord à la base, c'est d'ordre structurel et structurant. Tout d'abord avec l'accès à l'éducation, pour ne pas dire le manque d'accès à l'éducation qui commence à bas âge au niveau de l'école primaire. Par rapport à l'éducation, nous avons par exemple le fait qu'on vive dans des zones rurales ou reculées
qui fassent que souvent, c'est des choix raisonnés. Par exemple, la maman, les parents, la famille ne peut pas laisser les filles marcher pendant 2, 3 heures pour aller à l'école. Ça devient un frein, bien qu'on fait toute une sensibilisation autour de cela. Mais donc, juste le manque des fois d'infrastructures et assez d'infrastructures scolaires dans les villages qui soient à proximité des lieux où les filles et les jeunes femmes habitent, c'est un problème. La rétention des jeunes filles à l'école en Afrique, surtout au niveau du secondaire ou pour des raisons de mariage, et encore une fois, des raisons entre guillemets pratiques, souvent, elles ne continuent pas à l'école. Par exemple, elles s'arrêtent au BFM, mais des fois, le manque d'opportunités en termes de formation professionnelle fait que elles ne peuvent pas vraiment capitaliser. Parce qu'à partir du BFM et même avec l'obtention du diplôme à l'école primaire, par exemple, on peut faire une formation professionnelle adéquate. Donc, tout cela est imbriqué aujourd'hui avec la technologie. À la Fondation, nous avons le EdTech, par exemple, la technologie pour l'éducation. Donc, toutes ces solutions-là en termes de technologie qui peuvent aider à pouvoir euh, cibler ces jeunes filles et ces jeunes femmes dans le monde rural, mais juste un manque d'infrastructures. Tout ceci tourne bien sûr autour des construits socioculturels que nous avons, qui font qu'en raison des mariages, en raison de beaucoup d'autres aspects qui s'ajoutent même au mariage précoce, les filles et les jeunes femmes sont laissées en rade. Par rapport à l'éducation, nous avons aussi la problématique des STEM, parce qu'il faut vulgariser très tôt au niveau du lycée, par exemple. Et pour les jeunes filles, souvent, elles ne sont pas encouragées ou bien même sont découragées par les parents qui disent ça, ou l'entourage, c'est des filières trop techniques pour une femme, il faut faire quelque chose de plus féminisé, plus facile. Et en retour, par rapport à la formation professionnelle aussi, souvent, il y a tout un travail qui se fait pour pouvoir inclure les jeunes femmes et les jeunes filles dans les filières industrialisées, masculinisées parce qu'elles sont mécaniques, ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste quelques points sur l'éducation, l'accès à l'éducation. Et maintenant, on parle de l'accès aux soins de santé. Donc, qui est la santé, tout tourne autour de la santé de la reproduction, la santé maternelle et infantile, la vaccination des enfants, la santé des mamans, les accouchements et la mortalité maternelle. Donc, nous avons tout un tas de problèmes. Encore une fois, au-delà des construits sociaux, nous avons aussi le manque d'infrastructures qui fait que beaucoup de femmes, de jeunes femmes, au moment de l'accouchement, ont de la peine à pouvoir être acheminées vers l'hôpital ou le poste de santé qui est le plus proche. Donc, à la base, si on n'a pas cet accès-là à l'éducation, ou la formation professionnelle, mais aussi à la santé, parce qu'il faut d'abord être en vie et bien portant, alors cela nous freine par rapport à l'accès à l'autonomisation économique. Et donc, ça a été démontré que l'autonomisation économique des femmes dépend fortement de la santé et de l'éducation, et qu'une femme qui est économiquement indépendante, il y a un retour sur sa famille, c'est-à-dire à ses enfants. Donc, il y a beaucoup plus de chances, et il y a vraiment des chances pour que ces filles, surtout les filles, puissent aller à l'école, les soins qu'on donne aux enfants. Et Kodou tantôt parlait aujourd'hui du thème de l'année, de la Journée internationale de la femme. L'un des sous-points, c'est Care Society, donc une société de soins, à parler du travail non rémunéré des femmes, ainsi de suite. Je pense que c'est tout un tas de choses, en fait, qui concourent à l'autonomisation économique des femmes, mais on ne peut pas régler le problème sans tout d'abord regarder les construits sociaux, les réalités socio-économiques que nous avons, socioculturelles, mais aussi comment on fait pour adresser ces normes-là, comment on fait pour pouvoir répondre aux exigences sociales, et j'en passe. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première question. Merci Merci, beaucoup, Natacha. Safi qui nous a parlé de beaucoup d'obstacles déjà. Et si je fais un peu le résumé, je vois les obstacles structurels comme l'éducation, le mariage précoce, la technologie, les problématiques des STEM et j'en passe. Et parlant en fait d'éducation, je voudrais m'adresser à Dr. Maram. Dr. Maram, vous qui êtes chercheur, et j'aime bien dire chercheuse, pour pouvoir quand même faire ressortir en fait que c'est une femme. C'est une femme. Donc, vous qui êtes dans cette problématique-là,
Est-ce que pensez-vous en fait que l'éducation réelle a un impact aussi considérable sur l'autonomisation économique des femmes? Et pensez-vous que ces femmes-là, dans les STEM, est-ce qu'on peut récupérer en fait nos jeunes femmes qui quand même ont perdu déjà la base? Est-ce qu'on peut les récupérer surtout dans tout ce qui est STEM, technologie et autres? Merci pour cette question. L'éducation est une porte d'entrée importante et prioritaire, comme l'a souligné tout à l'heure Safiatou, pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et on sait bien que du fait des socialisations, les femmes sont davantage orientées vers des filières littéraires plutôt que des filières mathématiques et d'ingénierie. Et cela impacte leur accès à des filières qui sont considérées comme porteuses et qui sont considérées comme fondamentalement reliées au secteur de développement qui marche le plus. Et donc, ça, c'est une contrainte majeure. Maintenant, moi, dans le cadre de nos recherches que nous faisons à l'EPAR et qui concernent spécifiquement les questions agricoles, nous avons aussi relevé d'autres obstacles en plus des obstacles essentiels et d'ordre social que Safiatou vient de souligner. Et l'un des obstacles fondamentaux est l'accès inégal aux ressources naturelles, comme le foncier, comme les facteurs de production, qui induit des inégalités économiques et sociales entre les hommes et les femmes. Et là aussi, aussi bien pour l'éducation que pour la santé, on retrouve aussi des normes culturelles, des pratiques coutumières qui favorisent l'homme en matière de possession de terres, etc., et qui limitent la capacité des femmes à investir sur des activités agricoles porteuses parce qu'elles ne possèdent pas les terres qu'elles exploitent, elles ne peuvent pas emprunter du fait qu'elles n'ont pas des garanties que la propriété permet. Et donc, tout cela crée des inégalités sociales et économiques qui affaiblit leur pouvoir de décision dans les ménages et dans la communauté et qui se reflètent aussi dans les structures où les femmes, où les hommes et les femmes sont représentés pour décider, donc les structures de décision du fait donc d'une faible représentation des femmes dans ces structures. Cela limite également leur capacité à participer aux décisions et aux politiques qui peuvent changer donc leur vie et leurs conditions. En résumé, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces obstacles dont on parle, ils sont plutôt interconnectés. Les obstacles économiques, sociaux, politiques sont interconnectés et que cela renforce les inégalités dont les femmes font face et cela renforce aussi les difficultés à trouver des solutions si on ne se met pas sur une prise en charge holistique et systémique de ces contraintes-là que les femmes ont. Merci beaucoup, docteur Maram. Et en parlant d'obstacles structurels, vous aviez tout à l'heure ébauché en fait quelques approches déjà de solutions, une approche holistique et systémique de ces problèmes-là. Et ma question s'adresse à Madame Aïda, qui est la directrice pays de la Fondation Batonga au Sénégal. Vous qui êtes en contact en fait avec les femmes, les jeunes femmes rurales, vous avez longtemps milité pour l'engagement des jeunes, des jeunes. Quand je dis jeunes, j'entends surtout les femmes. Pensez-vous en fait que ces approches systémiques et holistiques peuvent quand même briser en fait toutes ces barrières structurelles dont nous parlons? Merci beaucoup, Natacha. Merci à mes co-panélistes pour leur exposé brillant. Donc, par rapport à cette question, moi qui suis très proche des communautés, et d'ailleurs, je me trouve présentement à Sédou, ce qui a rendu un peu difficile la logistique pour participer à ce webinaire. Je vous présente au moins les premiers produits des cercles de femmes que j'ai par devers moi. Je voulais profiter pour vous bien brander avec le nom du cercle des activités génératrices des femmes de Sédou, pour commencer. Et ce qui donne espoir
par rapport à ce programme que nous déroulons avec la fondation, avec l'appui de la fondation Mastercard. Alors, une approche holistique, absolument, pour pouvoir solutionner toutes ces entraves qui freinent encore aujourd'hui l'émancipation ou l'autonomisation des femmes. Il faudra prendre en compte toute la dimension de la problématique. Parce que si on parle de femmes, on connaît toutes les contraintes auxquelles elles font face du fait de leur appartenance à ce genre. Donc, il faut prendre en compte ces aspects, donc des spécificités qui devront être prises en compte pour vraiment répondre de manière efficace à ce fléau qui est de maintenir la femme à un état inférieur par rapport aux hommes. Donc, par rapport aux autres aspects que mes prédécesseurs ont notés, nous devons prendre en compte les différences en termes de Je pense que nous avons perdu momentanément Aïda et c'est compréhensible. Il est... de, D'accord, peut-être Aïda, situation Aïda pour enlever ta vidéo. pour ce Meilleur, qui concerne les milieux de vie des urbains, les problématiques des milieux ruraux. Vous m'entendez? Oui, Aïda, peut-être tu enlèves ta vidéo, ça va être mieux. Sinon, on va te perdre. Allô? Désolée, c'est la connexion. Je vais enlever ma caméra. C'est mieux, voilà. Donc, ici, peut-être le réseau n'est pas si fameux que ça. Donc, je vais continuer quand même. Par rapport aux obstacles, je vais peut-être revenir un peu plus sur certains obstacles qui sont propres au milieu rural dans lequel nous intervenons en tant qu'organisation qui se veut aller vers les communautés les plus rurales, les plus reculées. Donc, par rapport à ces obstacles, ce que je peux rajouter par rapport à mes prédécesseurs et avant d'arriver à une approche de solution holistique, c'est de prendre en compte vraiment le contexte dans lequel ces femmes évoluent. En termes d'accès à l'éducation, nous savons que les femmes des milieux ruraux ont un accès très limité à une éducation de qualité en raison de l'éloignement des écoles, du manque criard d'infrastructures éducatives adéquates et des attentes sociales qui favorisent l'éducation que nous avons constatées et il faudrait qu'on puisse les adresser. Manque d'opportunités d'emploi formel est encore beaucoup plus flagrant lorsqu'on est dans un milieu rural. Les opportunités d'emploi formel pour ces sont souvent très rares, ce qui les contraint à des emplois informels et à des travaux agricoles non rémunérés. Donc, par rapport à l'accès aux ressources, Dr Maram l'a abordé un peu, surtout sur l'accès aux ressources productives telles que la terre, le capital, les technologies. C'est des obstacles que nous observons encore toujours par rapport à l'émancipation ou l'autonomisation de la femme. Par rapport aux normes sociales et culturelles, ces normes sociales et culturelles au milieu rural peuvent Euh, il y a toujours ce souci technique avec Aïda. Et peut-être si... Aïda, est-ce que vous nous entendez? OK. économiques, en les cantonnant souvent à des rôles traditionnels. Donc, nous notons aussi qu'en milieu des zones qui ne sont pas éclairées, il y a des manques de services en termes de provision d'eau et autant de services nécessaires qui doivent rendre facile l'accès des femmes aux opportunités économiques et aux services sociaux. D'autres aspects aussi sont à prendre en compte et sont beaucoup plus exacerbés lorsqu'on est dans un milieu rural. C'est tout ce qui est violence et tout ce qui est insécurité auxquelles sont exposées ces femmes. C'est autant d'éléments que nous devons aussi prendre en compte si nous voulons aujourd'hui solutionner
ces problèmes que les femmes toujours encourent et qui les entravent et qui les limitent dans leur potentiel et leur l'atteinte à une autonomie efficace et effective par rapport à leur vie et par rapport à celle de leur communauté. Donc, pour en arriver à l'approche holistique, Batonga ne travaille pas seulement sur des aspects euh, de soutien économique. Nous mettons d'autres aspects en place qui est de travailler sur le leadership même de ces femmes, qui permet aussi à ces femmes de savoir leurs droits, de toucher à tout ce qui est aussi plaidoyer pour pouvoir favoriser un environnement beaucoup plus favorable à ces femmes et encourager les législateurs à prendre des politiques ou des lois qui concourent à donner à ces femmes beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'assurance quand il s'agit de participer à la vie économique et ainsi devenir autonome en fin de compte. Je vais m'en arrêter là et je pense que j'aurai d'autres occasions de développer plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïda. Merci, Duy, qui sont lancés par les siècles sur le terrain. Félicitations au Sénégal. Nous avons abordé les obstacles structurels et vous avez entendu, chers participants et participantes, les points de vue de nos panélistes et c'était vraiment diversifié. Nous avons entendu les problèmes structurels institutionnels, par exemple aussi les lois et les politiques discriminatoires et bien d'autres choses. Et quand on parle d'autonomisation économique des femmes, on ne peut occulter l'aspect investissement. Et je m'en voudrais de ne pas encore commencer par Safi. Sur cette deuxième question, je voulais bien commencer par Dr. Marin. Mais Safi, quels sont les types d'investissements les plus efficaces pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes, selon les données, les recherches disponibles? Merci, Natacha. Alors, pour ne pas me répéter, je vais me répéter. Tout d'abord, c'est la santé et l'éducation, donc les services sociaux de base, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé depuis le plus bas âge, qui sont des droits humains. Ensuite, nous avons l'investissement dans des infrastructures en général. Tout à l'heure, par exemple, je parlais d'investir dans par exemple, des infrastructures, des routes, par exemple, de bonnes routes, par exemple, permet aux femmes de ne pas mourir en couche parce qu'elles doivent être acheminées à l'hôpital et voilà, il y a pas de moyen de transport pour aller efficacement, aller rapidement. Ou bien alors, le manque d'écoles, d'infrastructures. Même le manque de la gestion de la gestion de l'hygiène menstruelle, par exemple. On a trouvé en Afrique que beaucoup de jeunes filles, quand elles sont en âge de puberté, et elles ne peuvent pas vraiment gérer cela parce qu'il n'y a pas de toilettes adaptées à l'école. Déjà, d'abord, des toilettes séparées garçons-filles. Je pense que c'est devenu la norme partout. Mais pas seulement des toilettes séparées, qu'elles soient adaptées. Si on a, par exemple, des toilettes séparées filles, eh bien, parce que ces toilettes-là sont construites vraiment dans un endroit qui est très éloigné ou bien alors ça ne se ferme pas. Des fois, il y a des trous où les garçons peuvent regarder, ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues sur le terrain qui font qu'on vient quelque part. On se dit, mais pourquoi ces toilettes ne sont pas utilisées? Parce que les jeunes filles ne se trouvent pas en sécurité. Il y a des investissements tels que, par exemple, l'éclairage public. On n'y pense pas, mais s'il n'y a pas d'éclairage public, par exemple, les femmes, les filles ne se sentent pas en sécurité pour sortir quand il fait noir, quand la nuit tombe, bien après le crépuscule. Et peut-être pour m'emmener, parce que j'ai déjà parlé de tout ce qui est digital déjà, on est à l'ère digitale, donc cela veut dire que on n'est plus à repenser forcément des solutions, réinventer la roue, mais qu'on doit imbriquer tout ce qui est digital dans nos solutions. C'est-à-dire, si on a à la Fondation Mastercard, par exemple, nous avons des projets en agriculture, mais comme vous le savez, pour nous, c'est 70% de jeunes femmes, donc on est carrément dans le genre.
mais où on a pensé au digital, à avoir des plateformes numériques qui font que, par exemple, les jeunes femmes peuvent avoir accès à l'information, que ce soit la pluviométrie, que ce soit les intrants, que ce soit n'importe quoi. Donc, ça aussi, on le fait avec nos autres entrepreneurs dans nos autres programmes. Et ça m'amène à l'entrepreneuriat féminin. Donc, l'investissement, parce que nous sommes là à parler d'autonomisation économique, l'investissement vraiment qu'il faut, sans rater la base, sinon ça ne marche pas, ce dont je viens de parler, c'est maintenant d'investir dans l'entrepreneuriat des jeunes femmes. C'est-à-dire comment on fait pour sécuriser ces jeunes femmes qui sont en nombre pléthorique dans le secteur informel pour beaucoup de raisons que nous savons. Comment on fait pour permettre l'accès des femmes en général, mais surtout des jeunes femmes, parce que pour nous, c'est notre cible de prédilection au financement. Donc, l'accès au financement est maintenant une problématique, je pense, que personne ne peut occulter. Comment on fait pour faire que même les agences de microcrédit, qui souvent ne sont pas autant régulées que les banques, puissent ne pas devenir prédatrices, parce que souvent, une femme qui rate un paiement, après, le taux d'intérêt peut aller jusqu'à plus de 18%, par exemple. Donc, vraiment investir, après avoir réglé les problèmes sociaux de base, investir sur l'autonomisation économique des femmes, c'est aussi investir dans l'accès à un financement qui puisse adresser les normes de genre, l'inclusion des femmes dans les secteurs économiques. Et c'est pour ça que je pense que le premier sous-point de la Journée internationale de la femme de cette année-ci, c'est gender responsive financing. Donc, comment on fait pour avoir un accès au financement qui vraiment adresse les besoins spécifiques et pratiques des femmes, et notamment des jeunes femmes pour la Fondation Mastercard. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à Safi. Et Safi qui nous a réellement montré que quand on parle d'investissement, ce n'est pas uniquement l'investissement, l'argent qu'on donne directement en fait aux femmes pour entreprendre, mais quand on parle d'investissement dans le genre, ça prend en compte d'autres facteurs beaucoup plus importants. Et hier, la Banque mondiale lançait son rapport sur les barrières, Breaking Down Barriers for Gender Equality, to achieve gender equality, briser les barrières pour atteindre l'égalité genre. Et dans ce rapport, hier, je suivais en fait le webinaire où on parle des transports en commun. Aussi simple que ça, dans nos pays africains, on parle des transports en commun où la femme, beaucoup plus dans les pays africains, on voit que ce sont les femmes en fait qui prennent en fait ces transports et déjà à partir de 19h, 20h, elles ne se sentent plus en sécurité et ça déjà, c'est un frein à l'autonomisation économique des femmes. Donc, docteur Maram, vous qui travaillez réellement avec les femmes, avec les jeunes, et vous avez en fait cette chance-là de développer beaucoup de technologies parce que vous êtes chercheur, côté scientifique. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, quand on parle d'investissement, investir dans le domaine technologique ou même les jeunes femmes rurales qui n'ont pas accès à la technologie, est-ce qu'en investissant en fait dans ces domaines-là, est-ce qu'on peut au moins réduire un peu le gap qu'il y a actuellement, que l'on sent actuellement? Ok, merci. En fait, on va revenir sur les concepts du point de vue de la recherche. Quand on parle d'autonomisation, c'est un concept multidimensionnel. Donc, comme Safietou vient de le souligner, ça se rapporte à tout ce qui est les secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, les formations professionnelles, l'accès aux ressources, l'accès aux instances de décision, l'accès au financement, etc. et aussi l'accès aux technologies. Moi, je coordonne à IPA une recherche sur l'accès des femmes aux technologies solaires dans la production horticole et on a vu que les femmes qui accédaient au solaire non seulement augmenter leurs revenus, ça leur permet d'augmenter leurs revenus, mais augmenter les revenus ne permet pas seulement
d'être autonome, il faut avoir le contrôle sur l'utilisation qu'on fait de ces revenus-là, donc ce qui est encore aussi une dimension essentielle de l'autonomisation. Et elle arrive à avoir ces décisions-là parce qu'elle contribue aux revenus du ménage. Donc, elle décide pour le ménage, elle accède à des revenus en accédant aux technologies solaires et participe aux décisions du ménage. Mais l'accès à ces technologies-là leur permet de libérer du temps. Elle leur permet en fait, d'articuler plus facilement le travail productif et reproductif. Et comme l'a souligné tout à l'heure directrice Kodou, la co-responsabilité dans les tâches de soins non rémunérés est assez importante et repose encore essentiellement sur les femmes et n'est pas encore partagée par les autres membres de la famille et par l'État qui devrait prendre en charge cela à travers des services de garde, etc. Mais on a observé que l'accès, par exemple, aux technologies solaires permettait à des femmes en âge de procréation d'avoir à la fois des activités agricoles et de prendre en charge plus facilement leurs activités de soins, qui est de s'occuper de ses enfants, etc. Et sur l'accès des technologies au niveau du monde rural, sur le solaire toujours, on a vu que les femmes utilisent ces technologies sans maîtriser totalement à leur fonctionnement et qu'il y avait des pannes et elles étaient dépendantes des hommes qui avaient plus de connaissances sur les entretiens et sur la maintenance de ces technologies-là. Et on pense que si des jeunes femmes sont formées sur ces technologies-là et qu'elles retournent dans leur territoire et qu'elles aient les compétences en maintenance, etc., ça aurait permis de renforcer non seulement l'autonomisation des femmes productrices, mais permettre aussi à ces jeunes femmes-là qui parfois étaient formées sur des filières comme la coiffure, etc., d'être sur des filières qui sont en relation avec les activités économiques de leur territoire et de participer donc au développement de leur territoire autrement que par des activités sociales à faible revenu. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'accès aux technologies aussi pour les femmes, aussi bien pour les femmes productrices que pour les jeunes en formation est quelque chose d'essentiel pour renforcer l'autonomisation des femmes. Merci beaucoup, Dr. Maram. C'est intéressant, en fait, d'apprendre qu'il y a assez de recherches. Et ces recherches-là, en matière d'autonomisation économique des femmes, ça nous aide, en fait, à prendre de bonnes décisions, à aller vers des approches intentionnelles. Et avant de donner la parole à Madame Aïda, je vais rapidement aller vers notre participante, Rita, qui va nous donner en fait son témoignage depuis qu'elle fait partie des programmes de la Fondation Batonga. Comment est-ce qu'elle voit un peu son avenir, ses perspectives et quels sont ses besoins? Rita, bonsoir. Rita, le micro est fermé. Je ne sais pas si votre vidéo marche. Oui, ça marche, je suis là. D'accord. Donc, si vous pouvez mettre la vidéo. Charles, je n'entends pas. OK. Bonsoir Rita, j'espère que ça va très bien. Oui, je vais très bien chez vous. Oui, ça va bien. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous et juste partager votre expérience en tant que participante, l'une des participantes au programme de la Fondation Batonga? Ok, moi, on m'appelle Bélassi Rita. Je suis j'étais une fille bénéficiaire de Batonga et après quelques années, je suis devenue participante et après participant, je suis devenue business coach présentement. Présentement, je suis mariée. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Avant de connaître Batonga, j'étais une revendeuse de canaries. Bon, je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais quand j'ai connu Batonga,
bon, beaucoup de choses ont changé dans ma vie parce que j'ai commencé Batonga, c'est à peine quelques mois, mon mari est décédé. Après que mon mari est décédé, bon, selon moi, tout est fini déjà parce que il y a des choses que moi-même, je ne savais pas et je n'ai jamais imaginé que une telle situation pouvait m'arriver un jour. Donc, bon, avant, c'était mon mari qui faisait tout. Bon, en tant qu'un homme, il fait tous ses devoirs. Mes enfants étaient bien. Moi-même, je me portais bien, je ne manquais de rien. Mais après sa mort, je me suis demandé, bon, demain, je serai quoi ou bien demain, mes enfants feront quoi, comment faire pour les élever. Bon, quand je suis à la maison, je me posais toutes ces questions tout seul. Juste là, je n'avais pas déjà l'idée d'être business coach dans Batonga. J'étais participante. Mais quand on m'a nommé business coach, je ne savais pas ce que c'est qu'une business coach. Bon, selon moi, on m'a appelé, bon, en tout cas, je ne connaissais rien dedans. Mais quand je suis venue, on nous a commencé par donner des cours. Mais quand j'étais participante, on avait déjà eu des leçons qui m'ont beaucoup aidé. Des leçons, comment faire pour évoluer dans son activité, comment pour gérer une activité, comment débuter son activité sans rien. Bon, on avait déjà eu toutes ces idées-là. Mais malgré là, je n'avais pas encore la force de voir ce que je serais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vois que ma présence dans Batonga m'a beaucoup fait évoluer et m'a démontré beaucoup de choses que moi-même j'ignorais. Et en tant que business coach, je suis business coach à Mokwa. J'ai 2 sectes à Mokwa. On fait des activités pratiques. Moi-même, mon secte de Savalou, on appelle Senwa. On vendait du sel. Avant de commencer à vendre le sel, j'avais mon activité personnelle. Mais quand on nous a donné de l'argent pour commencer notre activité de Batonga, j'ai pris l'argent, je me suis rappelé des idées qu'on a partagées avec nous quand j'étais participante. Donc, j'ai pris ces idées, j'ai participé, j'ai partagé tout ça là avec mes amis, mes femmes de cercle aussi, et on a choisi de vendre le sel. On a commencé, j'étais la présidente. Donc, c'est moi qui va à Boycon, prendre les sels et revenir vendre avec les participants dans le marché. Et je ne savais pas que ça pouvait m'aider aussi tant. Mais présentement, avec cette activité, on a beaucoup gagné dedans. On a beaucoup gagné dedans. Là, Merci. Oui. Oui, Rita, termine. quand on faisait notre activité, on avait une registre et on notait tout dans notre registre. Mais après des années, on nous a encore amené des tablettes. Moi, j'utilisais seulement un portable. Je n'avais jamais utilisé de tablette. Mais quand la tablette est là, bon, j'étais contente parce que je sais que sur les tablettes, on se connecte sur les réseaux sociaux, tout et tout. Donc, je vois que je vais évoluer dans ça ou bien je vais maîtriser beaucoup de choses sur ça. On a commencé par utiliser, donc on m'a donné une tablette pour faire des réunions avec mes participants. Et sur cette tablette, on nous a appris comment faire notre réunion, comment marquer les présences, comment marquer les absences, comment noter nos bénéfices. Donc, tout ça là m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, maintenant, moi, je peux vendre, je peux publier mes activités en ligne à cause de cette tablette-là. Donc, moi, je suis vraiment contente de ce tablette-là.
Bon, après ça, Rita est à court de ok, je m'arrête là. Il y en a tellement. Et Rita réfléchit actuellement sur son témoignage. Et Rita, dis-nous, en termes de perspective, comment est-ce que tu te vois? C'est-à-dire, si on dit 1 an, 2 ans à venir, tu te vois où? Bon, j'avais fait ce témoignage-là à notre fondatrice Angélique Kidjo à Natitengu l'année dernière. Et je lui avais promis que dans les années à venir, à savoir ici chez nous, ou bien les femmes, nous les participants de cercle, à savoir ici, on aura des femmes, au moins si on va compter des millionnaires dans Savaru ici, on aura au moins 3 participants de Batonga dedans. Je lui avais fait cette promesse-là et je tiens toujours à honorer cette promesse parce que si je ne connais pas le cas des autres, moi personnellement, je pense à ça toujours et ça, ce n'est pas honorer cette promesse pour plaire à quelqu'un ou bien pour honorer pour faire plaisir à quelqu'un, mais je sais que ça va m'aider aussi et aider mes enfants à évoluer, à être ce que moi je ne suis pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Rita. Merci. Tu restes avec nous, Rita. Peut-être qu'on va revenir à toi pour parler des défis auxquels tu fais face dans ta vie et dans ta communauté. Merci beaucoup, Rita. Merci beaucoup. Donc, ça fait plaisir d'entendre la voix d'une de nos participantes et à la Fondation Batonga, nous croyons qu'il faut donner la voix en tant que femme à toutes les femmes et nous privilégions en fait ce canal-là pour pouvoir faire porter elles-mêmes, laisser les femmes porter elles-mêmes leur message. Et là, je m'adresse à Aïda, Aïda qui est sur le terrain également, qui a vu sûrement beaucoup d'histoires de succès, beaucoup de Rita déjà sur le terrain. Aïda, est-ce que tu peux nous parler des meilleures pratiques en matière de politique publique ou de programmes d'intervention qui ont démontré leur efficacité dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. Merci à notre ancienne participante maintenant qui est devenue business coach. Tous nos encouragements, c'est des modèles comme ça que nous voulons voir émerger à la suite de nos interventions dans ces communautés. Alors, par rapport à la question me dirais-je, de Natacha, sur quelles sont les bonnes pratiques, de toute façon, qu'on peut noter, hein, qui concourent à améliorer l'autonomisation économique. Je pense que nous avons, au niveau étatique, il y a beaucoup de lois, il y a des lois maintenant qui favorisent l'accès des femmes à des secteurs qui étaient fermés auparavant. Donc, au niveau de la législation, je pense que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour pouvoir permettre à ces femmes d'accéder à des secteurs auxquels elles n'avaient pas accès. Quand je parle aussi aujourd'hui de secteurs, c'est des secteurs aussi émergents qui ne permettent pas aux femmes d'être exposées et d'avoir des expériences. Donc, on note aujourd'hui de plus en plus que pour tout secteur, il y a un volet genre qui prend en compte l'intégration de cette femme. Et de plus en plus, l'État veille à ce que pour chaque secteur, il y ait une forte représentation des femmes. Nous l'avons vu au niveau des espaces de décision, que nous avons de plus en plus de femmes au niveau des instances de décision parlementaire où les femmes sont et peuvent parler au nom des autres femmes qui n'ont pas cette voix. Donc, autant de mécanismes qui sont là, qui doivent profiter à faire émerger la voix de la femme, mais aussi renforcer leur pouvoir économique. Quant à l'accès aux services financiers,
Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour favoriser l'accès des femmes à des services financiers. Nous notons de manière de constat au niveau africain, nous avons constaté que selon la Banque mondiale, que seuls 27% des femmes adultes ont accès à un compte bancaire, comparé à 34% pour les hommes. Ce qui veut dire qu'il y a encore un gap. Donc, l'État doit investir aussi sur des mécanismes qui facilitent aux femmes l'accès à ces secteurs financiers et aussi l'accès au crédit, l'accès à toutes ces opportunités qui permettent de démarrer des activités génératrices de revenus à des taux vraiment préférentiels pour ces femmes-là et ainsi les pousser à avoir le courage d'aller vers ces institutions. Accéder à l'information. Il faut que toutes ces informations soient accessibles aux femmes. Si on n'a pas l'accès, c'est comme si elles étaient exclues. Donc, il faut veiller à ce que toutes ces informations qui concourent à faciliter leur intégration sont disponibles et qui sont véhiculées partout pour permettre à ces femmes d'avoir le choix, de savoir et d'avoir le choix de participer ou non. Si elles n'ont pas ce choix, c'est difficile vraiment de les voir vraiment s'intéresser à un secteur dont elles n'ont pas connaissance. Par rapport à l'entrepreneuriat féminin, nous voyons le secteur du patronat dominé par les femmes. Tous les patrons, les grands patrons, c'est les femmes c'est les hommes qui les dominent. Donc là, il s'agit vraiment d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Donc à travers des programmes spécifiques, des mentorats qui sont offerts à ces femmes qui leur permettent d'avoir assez de confiance pour pouvoir vraiment évoluer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Faciliter l'accès au financement aussi à ces femmes entrepreneuses et aussi développer tout ce qui est opportunités économiques qui peuvent concourir à les aider à émerger dans ce secteur de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, stimuler vraiment la croissance à travers ces entreprises dirigées par les femmes qui, en retour, créent de l'emploi pour d'autres femmes. Parce que elles seront forcément des soutiens pour d'autres femmes qui ont besoin d'avoir ces opportunités et pouvoir émerger et avancer. Ceci fait un cycle de soutien que les femmes peuvent mettre en place à l'endroit d'autres femmes beaucoup plus jeunes. Donc, accès à la terre, la facilitation de l'accès à la terre et aux ressources, et aussi un volet sur lequel on devra travailler pour garantir un accès équitable aux ressources naturelles, aux intrants agricoles est crucial. C'est ce qui est crucial pour renforcer le rôle des femmes dans l'agriculture et améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Nous devons aussi travailler sur tout ce qui est mécanisme de renforcement de capacité qui doivent être disponibles au niveau dans tous les secteurs économiques, qu'on ait des espaces qui soient offerts aux femmes pour pouvoir les aider à se renforcer et à être beaucoup plus au courant de nouvelles technologies comme le digital, de nouvelles opportunités qui vont les permettre vraiment de pouvoir embrasser ces nouveaux chantiers et ainsi prendre leur élan tout en conservant en tout cas leur originalité en tant que femme. Donc les aspects spécifiques sont à prendre compte parce que ce sont des femmes et même si on les intègre sur des domaines assez généraux, il y a toujours besoin d'adapter par rapport aux besoins des femmes, des besoins spécifiques des femmes. Donc, avoir des politiques favorables qui encouragent le maintien des femmes dans des secteurs à travers des politiques qui sont assez encourageantes et valorisantes. Merci, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, Aïda. Je retiens en fait de l'intervention de Aïda qu'il faut en fait créer un effet levier. On investit dans la femme et puis elle, à son tour, amène plusieurs d'autres vers l'autonomisation économique.
Merci beaucoup, Aïda, pour tout ce partage-là, pour toutes ces opportunités, ces pistes d'opportunités qu'on pourrait saisir pour réellement travailler sur l'autonomisation économique des femmes. J'ai toujours ma co-modératrice là, Madame Hermione. Oui, Natacha, je suis avec attention tout ce qui se passe. Mhm. Et Euh, on peut, on peut aller avec quelques questions de votre part. je suis de retour et j'apprécie énormément ce qui se fait dans chaque domaine et surtout avec chacune de nos panélistes. Alors moi, sans plus tarder, j'ai bien envie de savoir, la question, elle est posée comme ça à toutes les panélistes et chacun pourra vraiment se défendre par rapport à cette question. On voit que ça a été dit que si nous œuvrons réellement pour cet investissement pour les femmes, on pourra réellement répondre à cette question de l'autonomie. Comment faire réellement? Parce qu'on a un rôle à jouer, les politiques aussi ont un rôle à jouer. Alors, comment faire concrètement pour permettre à ces différentes femmes, nous-mêmes y compris, d'avoir réellement accès à ces financements dont on parle? Je peux donner la parole d'abord à Maram Sissé, hein, Ouais. d'autant Euh, plus qu'elle se retrouve dans le domaine des chercheurs. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir permettre à chaque femme, quel que soit son niveau, de pouvoir réellement se retrouver en possession de ce financement qui lui permettra d'atteindre cet objectif qui nous est tous cher? Donc, nous, on est dans la recherche, mais dans la recherche pour le développement. Ce qui veut dire que lorsqu'on trouve des évidences, on dialogue avec des politiques autour de ces évidences-là pour influencer ces politiques. Et ces données sont récoltées auprès des femmes qui sont organisées ou non organisées et qui nous permettent de refléter, comme elle l'a dit tout à l'heure, Aïda, leurs besoins spécifiques et les besoins communs qu'elles partagent avec les hommes. Maintenant, comment amener les gouvernants à prendre en charge ces problématiques spécifiques ou générales que les femmes rencontrent? On l'a dit tout à l'heure, il faut des approches holistiques qui prennent en compte l'essentiel ou les obstacles structurels majeurs que les femmes rencontrent. Mais cette approche holistique appelle aussi une approche collaborative. Il ne s'agit pas seulement pour l'État de trouver des solutions à travers des politiques pour son budget, mais il s'agit d'un partenariat multi-acteurs dans lequel on retrouve l'État, on retrouve les partenaires au développement, on retrouve les femmes organisées, que ce soit des mouvements de femmes professionnels ou les mouvements féministes de femmes, donc une société civile féminine qui participe donc à ces solutions-là, et surtout l'implication du secteur privé qui est aussi qui maîtrise ou bien qui vient avec donc, les moyens économiques importants. Et dans ce partenariat, on le soulignera toujours, l'État a un rôle fondamental à jouer dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, mais aussi dans l'impulsion de la dynamique et de la stratégie à suivre. Et je donne l'exemple d'un appui que nous avons donné au ministère de la Femme dans le cadre d'une collaboration pour la tenue des premières assises de l'entrepreneuriat féminin. Au départ, on nous demandait juste d'aller voir les services techniques pour avoir donc des éléments de bilan sur ce qui est fait autour de l'autonomisation économique des femmes, mais nous, en tant que think tank, on a proposé qu'il y ait des consultations où les femmes viennent avec leurs problèmes, des solutions, les opportunités, et on fait des diagnostics des différentes zones avec une participation des femmes. Et cela nous a permis d'avoir des bilans sur la promotion, sur l'entrepreneuriat féminin, que ce soit dans le secteur agricole ou dans d'autres secteurs. Et cela nous a amené aussi à amener le gouvernement à prendre des mesures fortes en relation avec les demandes des femmes. Et ces mesures ont porté sur l'accès aux services, aux ressources productives, la simplification des formalités pour la création d'entreprises, un fonds unifié d'investissement. Il y a beaucoup d'investissements qui s'adressent aux femmes, mais elles n'ont pas l'information comment
systématiser tout cela, harmoniser tout cela pour qu'elle ait la bonne formation, en plus d'un ensemble d'autres mesures sociales comme les cartes Diabot, les filets sociaux. Donc, on est toujours dans ces solutions holistiques-là et dans ces processus-là, l'État a un rôle majeur à jouer, mais je rappelle aussi que c'est un partenariat multi-acteurs où l'État doit travailler avec les partenaires techniques au développement, les organisations de femmes et surtout le secteur privé qui, lui, apporte donc les financements. Et si on arrive à voir que les femmes et leurs organisations arrivent maintenant facilement à tisser des relations avec l'État et les organisations et les partenaires au développement, comme l'exemple de l'État vient de le montrer, c'est encore plus difficile ce lien avec le secteur privé, les institutions financières, etc., etc. C'est plus difficile pour les femmes. Et donc, c'est pour ça que l'État doit davantage renforcer le lien entre l'ensemble de ces acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin pour que les femmes puissent s'adresser à cette multitude d'acteurs et de manière efficace et simplifiée. Merci à vous, Madame Cissé. J'ai bien envie de m'adresser à Aïda pour qu'elle puisse partager une fois encore avec nous. Est-ce qu'il y a bon, quand je veux parler, je veux aller un peu dans le sens de secret de stratégie. Parce que là, on sait qu'il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été partagées tout à l'heure. Mais comment faire pour toucher le dernier des femmes dans votre pays par rapport à cette question de financement, mis à part le rôle que l'État aura à jouer? Que fait réellement la Fondation Batonga au niveau du Sénégal par rapport à ce financement aux femmes? Parce que tout à l'heure, vous avez su bien dire que 27% des femmes ont droit à un compte, si j'ai bien noté, et 34% au niveau des hommes. Ça veut dire, comment faire pour équilibrer un peu cet écart? C'est vrai que ça nous sera difficile, mais quand on croit, on peut toujours y arriver. Comment faire? Au moment où on sait également que beaucoup de femmes sont toujours non alphabétisées et beaucoup de jeunes aujourd'hui aussi se retrouvent être déscolarisés, comment faire? Alors, merci beaucoup, Hermione. Très bonne question, très pertinente. Connaissant les contextes dans lesquels nous évoluons, ceci est un gros défi, effectivement. Parce que, comme vous le savez, Batonga touche les communautés. Nous avons l'habitude de le dire, the hardest to reach, les plus difficiles à atteindre. Je vous donne l'exemple. Moi, j'habite dans une bourgade au niveau de Dakar avec aucune institution financière hors de Dakar. Imaginez, je suis dans le Dakar, bon, le département de Rufisque, mais là où j'habite, je n'ai aucune institution financière. Donc, quand je me déplace, que j'ai besoin de banque, je dois me déplacer jusqu'à Keur Massar, là où il y a le point le plus proche. Imaginez, moi qui suis dans une zone urbaine, je fais face à ce défi. Donc, j'en viens à nos cibles que nous avons dans les communautés pour dire que le problème est encore beaucoup plus criard lorsqu'il s'agit de ces zones-là. Il n'y a absolument rien du tout. Donc, il faut que l'État investisse pour vulgariser ces espaces qui permettent aux femmes d'accéder au financement, de pouvoir aussi ouvrir un compte, ne serait-ce qu'un compte usuel pour mettre des sous, accéder à un espace pour faire leurs épargnes, etc., etc. Donc, autant de défis auxquels, comme l'a dit Maram, tous les acteurs de manière, en tout cas, holistique, doivent réfléchir pour vraiment trouver des solutions. Elles ne sont pas prêtes de venir maintenant. Par contre, au niveau de la Fondation Batonga, les financements que nous donnons à travers les partenaires qui nous accompagnent, nous avons des systèmes traditionnels d'épargne et de crédit qui se font au niveau communautaire où les femmes se retrouvent, épargnent à leur niveau, mais se font des prêts pour pouvoir faire des mini-activités génératrices de revenus en dehors des activités collectives qu'elles font. Donc, pour vous dire que nous n'en sommes pas là, mais des mécanismes palliatifs sont là, comme négocier avec des banques pour pouvoir venir vers les femmes aussi pour offrir des services, en tout cas,
de financement, d'épargne et de crédit. Ce sont autant de solutions qu'on est en train d'envisager. Des solutions digitales aussi pour pouvoir garder l'argent, faire des transactions comme nous l'avons actuellement au Sénégal. Le mobile money sont des solutions palliatives, mais en tout cas, pour ce secteur-là, pour ce domaine-là, il y a encore énormément de défis et nous allons peut-être, avec le plaidoyer, avec tous les acteurs, arriver à avoir un certain niveau d'équilibre, même si nous n'avons 50-50 hommes-femmes, mais au moins qu'on essaie de relever un peu ce niveau-là pour les femmes, surtout pour celles qui sont des milieux ruraux. Merci. Merci également à toi, Aïda. Je vais vers Safietou pour savoir un peu, selon elle, quels seraient alors les avantages de l'autonomisation de la femme. Lorsque toute femme aura maintenant cette grâce d'être autonomisée financièrement, quels seront alors les différents avantages? Marianne, pour la question, je pense que les avantages sont à l'infini, hein. Tout d'abord, j'avais parlé, par exemple, du fait que quand une femme est autonomisée, quand une femme est économiquement indépendante, aussi socialement indépendante, donc elle est autonomisée de manière économique, dans cette femme-là, il y a des retombées dans son foyer. Donc, c'est-à-dire que les retombées, et c'est toutes les recherches, toutes les statistiques de capture. Une femme qui a été à l'école, surtout une femme qui a été à l'université, surtout une femme qui a un travail qui est rémunéré, ses enfants, surtout ses filles maintenant, les filles vont à l'école. Et il y a de fortes chances que ces filles puissent aller à l'université comme elles. Donc, cela veut dire que les retombées, d'accord, il y a à manger à la maison, les enfants vont à l'école, il y a beaucoup de choses sur le plan matériel, mais je pense que aussi, quand on parle du mindset, c'est important. Parce que quand on parle des projets, on parle d'accès au financement, on parle voilà, euh, d'inclusion dans l'agriculture pour les jeunes, notamment les jeunes femmes. On parle de tout cela, mais tout cela commence avec le mindset, c'est-à-dire la représentation et la représentativité des femmes. Donc, l'autonomisation économique des femmes, ça rend les femmes beaucoup plus visibles. Maintenant, quand on voit quelque chose qui, comme on dit en anglais, you take it for granted, c'est comme si c'est quelque chose de normal, quoi. Quand tu ne vois pas de femme et que soudain tu vois une femme docteur, au début, c'est tout un problème. Personne ne veut même aller se faire consulter. Le plus il y a des femmes qui investissent le secteur, maintenant c'est devenu banal de voir une femme docteur. Donc je pense qu'il y a un changement de mindset qui s'opère dans la société parce que les femmes ne sont pas en silo. Donc une fois qu'on autonomise les femmes, qu'elles s'autonomisent elles-mêmes parce qu'on leur permet leur propre autonomisation, alors il y a des retombées au niveau du foyer, au niveau communautaire, au niveau national, mais ça aussi impacte les politiques. Parce que les politiques maintenant, quand elles revoient leur propre politique, la femme est visible dedans. On ne peut pas fouiller et trouver des ministères voilà, de l'économie, de la coopération, du budget, ainsi de suite en Afrique, où il n'y a pas un volet genre, par exemple. Et maintenant, le genre a tellement évolué que tous les projets qu'on a, il ne s'agit plus d'agences pour les femmes. Il s'agit maintenant d'avoir le volet genre même dans ce qu'on fait. Au Sénégal aujourd'hui, avec les collectivités territoriales, il y a des comités de santé où il y a la parité politique parce qu'au Sénégal, c'est 50-50. Même dans ces comités-là, maintenant, c'est 50% de femmes, si c'est appliqué normalement. Cela veut dire qu'avant, où tu trouvais un comité de santé où il n'y avait même pas de femmes, alors que les problèmes les plus récurrents tournent autour des femmes et des enfants, de l'accouchement, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est le mindset qui change. Une fois que le mindset change au niveau du foyer, au niveau communautaire, au niveau national, ça crée un effet boule de neige, en fait, au niveau sous-régional, international. Et je pense que l'autonomisation de la femme africaine va être de plus en plus, beaucoup plus pris au sérieux au niveau international. Il y a Kodou qui parle d'aller au CSW à New York, par exemple. Là où vraiment, quand tu vas au CSW, tu vois que les problèmes, l'ampleur de la dimension genre, même par rapport à l'autonomisation économique des femmes en Afrique, mais c'est aller à un autre niveau. Et donc, je pense que c'est ce mindset-là, cette ouverture-là que les gens ont à cause de cette représentation, mais aussi représentativité des femmes africaines à travers l'autonomisation économique. C'est ça qui fait en fait qu'on arrive à cette égalité et cette équité-là. Non seulement
on les voit autant que les hommes. Des fois, elles surpassent, mais aussi les besoins spécifiques des femmes, ça devient vraiment, voilà, c'est représenté. On sait que les femmes ont besoin de ça et le plaidoyer se pose à un niveau maintenant supérieur où on doit maintenant aller à penser à une économie numérique qui va être drivée pour les femmes et par les femmes. Voilà. D'accord. J'ai une autre question liée surtout à cette thématique du changement de mentalité. Vous l'avez plusieurs fois dit, vraiment, cette question de mindset, ça revient et j'ai bien envie de glisser un peu sur le terrain du sport, par exemple. Vous savez qu'en Afrique, en général, on n'aime pas trop laisser nos filles, nos femmes être vraiment utiles dans ce domaine du sport. Alors qu'aujourd'hui, rien que par le biais du sport, la fille peut révéler qui elle est. Et je pense que depuis 3 ou 4 jours au Bénin, on est en train de crier le nom de Noélie Yarigo par rapport à sa performance. Rien que sur le plan du sport, c'est déjà une égalité. On Ouais. peut facilement dire aujourd'hui que si on arrive à crier le nom de Noélie Yarigo, c'est comme aussi on a crié le nom d'un autre homme au même niveau. Ça veut dire que c'est tellement important. Comment faire aujourd'hui pour amener, par exemple, cette question de laisser les filles faire du sport pour être aussi un nœud important dans le changement de la femme, dans son autonomisation, parce que aujourd'hui, le sport a révélé beaucoup de femmes également, beaucoup de filles également. Mais ce changement de mentalité dont on parle n'est pas encore distillé dans toutes les familles, dans toutes les cellules familiales. Et là, ça peut être très utile pour contribuer à beaucoup de choses. Comment faire? Je laisse la question également à tout le monde, mais j'ai bien envie encore d'aller vers Cissé pour qu'elle puisse nous donner son apport. Est-ce que le sport a une part importante dans tout ce que fait IPAR au Sénégal? Ma connexion s'est un peu affaiblie, donc c'est pour la raison pour laquelle j'ai éteint un peu la vidéo. Pour la question du sport, ça fait pas partie de domaine prioritaire sur lequel IPAR travaille, mais moi, dans le cadre d'une recherche avec des collègues de l'Université de Lausanne, on a essayé de voir si le football féminin a participé à l'autonomisation des filles. Et la question est effectivement oui. On a remarqué que c'est un domaine réservé, donc où les femmes d'entrer ouverte et encouragée, mais le fait d'entrer dans cet univers qui est considéré comme fondamentalement masculin permet aux femmes de sortir de leur détermination, on va le dire comme ça, leur permet d'être dans l'espace public, leur permet d'avoir aussi un accès à des cotes, par exemple, la manière dont les footballeurs s'habillent, la manière dont les footballeurs se permet de remettre en question un certain nombre de normes sociales. Et ça nous permet de voir que ces normes sont des constructions qui peuvent être déconstruites. Et donc, le football, pour l'avoir étudié, est un secteur qui montre que quand les femmes investissent des domaines où elles sont a priori exclues, ça montre les avancées dans la conquête, parce que c'est des conquêtes, c'est pas facile pour les femmes de jouer au football, c'est une conquête difficile, mais c'est une conquête qui après ouvre les perspectives pour d'autres libres choix. Ça veut dire que si j'arrive à entrer et à réussir dans un domaine qu'on considérait que il y a que les hommes qui réussissent, ça veut dire que pour les femmes, il y a des possibilités de réussite dans tous les secteurs de la vie et c'est un puissant révélateur de la construction des normes. Ça montre que quand la société dit que les femmes n'ont pas le droit de jouer dehors, que c'est les hommes qui peuvent le faire et y réussir, que c'est pas fondamentalement vrai et que les femmes, en accédant au football, accèdent à l'espace public, accèdent à la visibilité, qui sont des déterminants de l'autonomie. Maman,
Maram, c'est bon ou c'est la connexion qui fait encore Oui, défaut? oui, c'est Ça bon, peut aller? c'est bon. D'accord, Oui. d'accord. J'ai bien envie Mm. de retourner la même question à Aïda également pour savoir si Batonga Sénégal fait quelque chose. Est-ce que le sport a une priorité? Parce que avec le sport aussi, on apprend à cette jeune fille et jeune femme d'avoir la confiance en soi et l'estime de soi qui vous permet de vraiment mettre en exergue cette question de changement de mentalité. Est-ce que pour vous, le sport a une place dans les actions de la Fondation au niveau du Sénégal? Alors, je vais parler de manière générale, sans peut-être donner pour le moment. Au Sénégal, nous n'avons pas de projet ou d'initiative qui est en lien avec le sport, mais c'est quand même un levier sur lequel on peut travailler. Parce qu'auparavant, dans d'autres expériences, nous avions expérimenté le sport comme levier pour pouvoir renforcer l'estime de soi des filles. L'estime de soi des filles, la confiance en soi, mais aussi leur faire comprendre qu'elles sont aussi capables de faire des choses qui étaient auparavant destinées à des hommes. Donc, ça, c'est une expérience passée qui pourrait être aussi mise à contribution dans le cadre de ce programme. Mais nous travaillons à travers les clubs de jeunes filles sur ces mêmes thématiques, c'est-à-dire estime de soi, confiance en soi. Et pour le faire, il faut prendre tous ces leviers-là pour permettre aux filles de comprendre qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière à faire éclore leur potentiel. Ça peut se faire à travers le sport, ça peut se faire à travers la science, les STEM, ça peut se faire à travers l'art, ça peut se faire à travers l'artisanat, plein de choses. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans son corps. Et nous travaillons sur ça par rapport à l'estime de soi, que ces filles soient assez confiantes pour embrasser tout ce qu'elles veulent faire de leur vie. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est le sport qu'elles voient comme vraiment destiné ou leur futur, et d'ailleurs, au bout du curriculum que nous dispensons, nous faisons quelque chose qu'on appelle planification de son futur. Donc, après avoir travaillé en amont sur tout ça pour rendre confiante la fille, après, elle-même décide de ce qu'elle veut faire, sans penser à des entraves, ni des barrières, ni quoi que ce soit de biais ou d'obstacles qui l'empêchent de dire, moi, je veux faire ça et j'ai ce plan pour pouvoir y arriver. C'est ça que nous voulons faire. Le sport est un levier, autant que d'autres leviers sur lesquels nous travaillons. En tout cas, nous voulons faire éclore tout le potentiel qui sommeille en tout cas au sein de ces filles. Et j'espère qu'on va y arriver. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, en tout cas. Avec nos partenaires, on est là, on montre des modèles. Et je pense que le travail que nous faisons à travers des rôles modeling peut passer par des femmes qui ont émergé en tout cas à travers le sport, qui ont émergé à travers d'autres secteurs. Le plus important réellement pour moi, c'est vraiment de travailler sur le mental de ces filles et de les capaciter assez, de leur donner confiance en elles-mêmes. Et là, elles n'auront plus de barrières pour éclore et vraiment atteindre leur potentiel. Merci. Merci, maman. Je retourne d'abord la parole à Natacha, histoire de vous revenir aussi tout à l'heure. Natacha. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Hermione. Ce fut très intéressant. Et je pense qu'on a largement même dépassé le temps. Pas largement, il reste un tout petit peu. Donc, on va rapidement prendre quelques questions avant de nous quitter. Je vois déjà quelques questions dans le chat, Hermione. Et déjà, il y a Madame, oui, quelques commentaires et quelques questions. Madame Cissé Fatou, qui dit, en fait, je cite, « Le problème ne se trouve pas dans l'accès au financement, mais l'accès à des financements consistants à la hauteur des ambitions des femmes en termes d'entrepreneuriat. Les femmes investissent dans des filières avec des coûts d'investissement élevés, mais malheureusement, les lignes de crédit mises à leur disposition
sont en deçà des coûts d'investissement et favorisent par conséquent des détournements d'objectifs. Je suis sûre que ça, c'est une entrepreneuse qui parle. C'est par expérience. OK, ça, c'était un commentaire. Merci beaucoup à Madame Cissé. Il y a également une main qui est levée ici. Madame Virginie Mora. Madame Virginie, vous avez la parole. Madame Virginie, est-ce que vous nous entendez? OK. En attendant que Madame Virginie ne réagisse, il y a Madame Rokaya Samba qui pose une question ici. Quelle stratégie pour relever le défi des STEM? Je pense que cette question, on va rapidement donner la parole à Safi. Safi qui, avec la Fondation Mastercard, finance beaucoup de projets qui rentrent en fait dans l'utilisation et le défi des STEM. Safi, très rapidement. Merci Natacha. Alors, effectivement, à la Fondation Mastercard, nous disons, le terme, le concept que nous avons même est celui d'économie digitale, donc économie numérique et innovation. Donc, cela va de pair. Et dans cette innovation-là, ancrée dans le digital, se trouvent les STEM. Et donc, nous avons des programmes spécifiquement, des programmes d'éducation spécifiquement, qui ont des composantes de pouvoir vulgariser les STEM au niveau des lycées de jeunes filles, mais aussi au niveau d'autres lycées, mais aussi au niveau de lycées de jeunes filles, pour pouvoir avoir des rôles modèles et pouvoir mieux vulgariser ce qu'on fait. Et nous savons qu'il y a tout ce qu'il y a comme codage, par exemple, en Afrique. C'est tout un mouvement, le girl coding, ainsi de suite. Mais nous allons même au-delà de cela, c'est-à-dire, nous avons à la fondation ce qu'on appelle EdTech, donc Technology for Education. Ça veut dire que comment utiliser la technologie pour l'éducation aujourd'hui en Afrique? Quelles sont les technologies qu'on peut adapter à une éducation, surtout qu'à la fondation Mastercard, comme l'a dit Aïda, the hardest to reach young women. Ces jeunes femmes, et j'ai été à Boyikon, j'ai été avec les Aïda, Sédhiou, Kolda, c'est des villages où peut-être même s'il n'y avait pas Batonga, un ou deux autres projets, personne n'irait dans ces villages-là. Et donc, nous avons la technologie. Nous avons tout ce qui est infrastructure de manière digitale pour pouvoir aller dans ces villages-là. Et je pense que cela va de pair avec les STEM. Parce que pour avoir un curriculum qui est vraiment sera adapté aux STEM et pouvoir aussi, comme je l'avais dit au début, encourager les jeunes filles pour qu'elles puissent prendre ces filières-là, il faut quelque part aussi avoir toute la sensibilisation qu'il faut et aussi que les communautés soient exposées au digital pour mieux comprendre que les STEM et les jeunes filles, par exemple, dans les STEM, c'est vraiment, ça concourt à cela, ça concourt au digital, ça concourt à tout ce qui est médecine, télémédecine, ainsi de suite. Et donc, les stratégies sont multiples. Et encore une fois, à la Fondation, comme un peu partout, les approches pour le genre sont holistiques. Donc, quand on parle de STEM pour les jeunes filles, on parle de comment comprendre les besoins spécifiques de ces jeunes filles-là dans ces communautés rurales qui sont, comme Aïda vient de le dire, qui sont très reculées. Et si un parent doit faire le choix raisonné que sa fille n'aille pas à l'école, vous imaginez, ça va être beaucoup plus difficile de convaincre le père ou la mère pour que sa fille puisse aller au-delà du BFM et prendre une filière pour le bac S2, S1. Et donc, je pense que c'est toute une approche holistique, mais aussi le fait d'exposer les gens, l'exposer les communautés au digital, au numérique, je pense que tout cela concourt à ce que les familles comprennent que le STEM, que les jeunes filles sont vraiment des agents aussi des STEM, que c'est pas juste une majorité de garçons qui doivent prendre les filières de STEM au niveau du lycée. Et bien au-delà maintenant à l'université, nous voyons les effectifs. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui font médecine et qui font voilà, des matières et des secteurs le nucléaire, tout est possible maintenant pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Et cela découle toujours du STEM à partir du lycée.
Merci beaucoup à Safi et je rappelle, je vois le commentaire de la professeure Aminata Diassé Sarr qui a posé la question. Donc, merci beaucoup, professeur Aminata, pour cette question très, très intéressante. Il y a d'autres commentaires que je vais lire assez rapidement et on va mettre un thème à ce webinaire. Je cite, ça c'est de Oumi. La bataille sera gagnée lorsqu'on aura totalement vaincu les préjugés qui font que la femme a besoin de prouver qu'elle est meilleure que les hommes pour être reconnue comme celle qui est la bonne personne à la bonne place. Fin de citation. Hermione, je ne sais pas si tu as d'autres commentaires là. Et là, je vais te laisser la parole également pour conclure. Merci beaucoup. Alors, rapidement, je vais essayer de voir s'il y a d'autres commentaires que je peux lire très rapidement. Là, je vois, merci à toutes les panélistes pour ces partages en tant qu'organisation dédiée à la promotion des droits des femmes et œuvrant pour l'autonomisation sociale et économique des femmes au Bénin. Nous avons des clubs de femmes et de jeunes au sein de notre organisation. Nous les accompagnons à travers des formations, mais les femmes sont de plus en plus intéressées et manifestent leurs besoins en soutien financier pour renforcer leur activité génératrice de revenus. Est-ce que Batonga peut aider ces femmes à travers notre ONG? Natacha, vous m'avez entendu. Les voix, en tout cas, les voix les plus appropriées sont sur ce webinaire et ont entendu. D'accord. D'accord, donc ben voilà ce que je vois et j'arrive à lire par ici. Sinon, très rapidement, on peut faire un tour avec nos différentes panélistes pour avoir leur mot de fin pour clore notre webinaire. On peut commencer par Madame Cissé. Merci. Et je suis désolée d'avoir fermé ma caméra parce que j'ai une bande passante qui est devenue faible. Et je remercie à tout le monde d'avoir participé à ces discussions intéressantes autour du concept de l'autonomisation qu'on a décortiqué en montrant ces différentes dimensions, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les questions relatives à la santé de la production, que ce soit l'accès aux secteurs et facteurs de production, que ce soit l'accès au financement, etc., mais aussi la prise en compte des soins non rémunérés. Donc, pour vous dire que c'est un travail qui se fait sur plusieurs secteurs et qui appelle à beaucoup d'acteurs à intervenir, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des partenaires techniques, que ce soit au niveau de la recherche que nous faisons, nous, à EPAR pour informer les politiques, mais aussi quand on parle aussi d'autonomisation économique, le secteur privé a un rôle fondamental. Et souvent, il manque dans nos réflexions la place et le rôle que le secteur privé doit jouer. Et donc, ce lien avec le secteur privé doit être renforcé et la mise en lien entre les femmes et le secteur privé doit être renforcée. Bien sûr, l'autonomisation n'est pas seulement économique en termes de revenus, c'est holistique, on l'a vu, mais ce rôle prépondérant aussi du secteur privé qui doit travailler avec les gouvernements et les partenaires au développement doit être donc encouragé. Et c'est ça le mot de conclusion que j'ai. Merci. Merci, je donne la parole à Safi. Merci beaucoup et vraiment merci à mes co-panélistes et à vous toutes d'avoir permis cet échange, ce cercle vertueux dans le mois de mars. Moi, je vais embrayer sur ce que Maram vient de dire. À la Fondation Mastercard, effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir travailler avec le secteur privé parce que nous avons des objectifs d'emploi à pourvoir d'ici 2030. Donc, aider ces jeunes femmes surtout et jeunes hommes à pouvoir avoir un accès digne et gratifiant à ces emplois, surtout à l'auto-emploi. Et effectivement, comme l'a dit Maram, pouvoir autonomiser les femmes avec l'appui du secteur privé, je pense que c'est vraiment la recommandation qui est la plus idoine parce qu'on sait que sans le secteur privé, on ne peut pas vraiment avancer. Mais je pense que l'autre chose aussi, c'est d'être au niveau le plus communautaire possible, comme c'est l'exemple de Batanga. Parce que souvent, quand on est à un niveau communautaire, par exemple, pour prendre l'exemple d'une mutuelle d'épargne de crédit qui a cette proximité-là
avec ces populations et souvent avec les femmes qui souvent constituent ces mutuelles-là. Cette mutuelle-là doit être, par exemple, au cœur d'un projet et pouvoir être connectée à d'autres institutions de microfinance et à d'autres banques. Et souvent, ce qui manque peut-être, c'est qu'il y a beaucoup d'agences et de banques qui développent, par exemple, des services pour les femmes, mais toujours il y a l'aspect communautaire et l'aspect de proximité qui peut manquer. Et donc, peut-être que la dernière chose que ma dernière recommandation pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique et dans notre sous-région, c'est de ne pas occulter cet aspect de proximité, cet aspect communautaire-là qui permet de pouvoir remonter. Voilà, et merci beaucoup à tout le monde. Merci, Sophie et tout. La parole est à Aïda actuellement. Aïda, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à mes copanélistes pour ces partages très riches. Ce fut un plaisir de partager en tout cas avec vous et de donner autant à ceux qui nous suivent. Moi, je vais juste parler d'un aspect qui est de travailler ensemble de manière collective. Les synergies d'action, qu'on arrête les silos, de travailler en silo. Si on met en commun tous ces efforts, je pense que nous pouvons atteindre ce que nous voulons, c'est de voir toutes les femmes, en tout cas autonomes. Ce travail nécessite de se connaître, de connaître ce que nous faisons nous tous, de s'appuyer sur les leviers existants, mais ensemble de travailler sur le plaidoyer collectif à l'endroit des autorités. Parce que si les autorités nous suivent et adhèrent à notre cause, c'est sûr que beaucoup de choses vont changer. Il s'agit d'une volonté politique, d'une volonté parfois de ces gouvernants, et nous sommes plus à même de leur faire montrer l'importance de miser sur la femme. Donc, autant de choses sont disponibles à travers la recherche, des évidences. Nous avons Maram à travers la recherche, à travers tout ce qu'elle fait, en tout cas pour démontrer que l'investissement sur la femme est bénéfique pour toute la communauté. Alors, utilisons ces leviers et tous ensemble, agissons pour qu'on puisse, de manière drastique, faire avancer l'autonomisation de la femme. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir. Merci à chacun. Ce fut vraiment un réel plaisir d'avoir participé à ce webinaire très riche qui a apporté pas mal d'informations à chacun de nous. Et comme l'a souligné d'ailleurs ONU Femmes, qui a mis l'accent sur ces 5 axes sur lesquels il est utile que nous puissions combiner nos énergies pour éviter que les femmes ne soient pas laissées pour compte. Il faut vraiment investir en faveur de nous, femmes, qui est d'ailleurs une question de droits humains, et penser à mettre fin à la pauvreté, parce que on n'est pas tous sans savoir que cette pandémie de Covid a déjà vraiment réduit tout ce que les femmes ont en termes de financement. Et enfin, au numéro 3, où on parle de cette mise en œuvre de ce financement dont on a parlé tous tout au long de ce webinaire, et passer à l'économie verte et une société de soins. Et quand nous retournons aussi au message que la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé a partagé sur le 8 mars, je nous convie à aller lire ce message. C'est tellement pertinent et poignant. On va voir ensemble ce qu'on peut faire effectivement pour permettre à nos femmes de pouvoir avoir accès déjà à tout ce qui est conditions sanitaires pour qu'on puisse réellement être utile à nos sociétés et enfin soutenir les agents de changement féministes. Je vous dis tout simplement merci pour cette participation. Je suis Hermione Lyon, experte en communication, journaliste et ancienne capitaine de l'équipe béninoise de volleyball. Hermione, si tu le permets, on a aussi la directrice exécutive de la Fondation Batonga qui est toujours avec nous. Ah, ça fait plaisir. On va laisser Madame Ouama nous dire un mot, c'est bien ça? Non, Kodou, Madame Kodou. Ah oui, j'ai compris. Yeah. C'est bon. Je crois qu'on est en surtemps en ce moment, donc rien à rajouter. Je crois que les panélistes ont tout dit. Merci encore pour vos pertinentes contributions, votre expertise et également l'appel à
vraiment travailler à différents niveaux, malgré la focalisation sur l'aspect communautaire. Il nous faut sûrement penser également au fait qu'on n'autonomise pas les femmes s'autonomisent elles-mêmes. Nous facilitons cette autonomisation à travers l'accès aux ressources, au financement, à l'éducation, à la formation, etc. Mais l'appel est d'autant plus important que malgré des décennies d'action, on en est toujours à appeler à l'autonomisation des femmes. Donc, il nous faut vraiment conjuguer nos efforts et pour avoir un impact beaucoup plus englobant, plus durable. Merci à tout le monde, vraiment, Maram, Safietou, Hermione, Natacha, Aïda, de cette session très riche en enseignement et très riche en information. Merci beaucoup. Et bonne fête à tout le monde. On essaiera de ne pas tomber dans le folklore et de passer quand même du bon temps en solidarité féminine et en action concrète. Merci beaucoup. Merci, Madame Kodo. Je redonne la parole à Natacha. Merci beaucoup à nos chers panélistes. Merci à la directrice exécutive et merci à vous, Hermione, pour ce webinaire. Merci à Safi de la Fondation Mastercard pour ses apports très précieux, à Maram, à Aïda, et merci à nos participants et participantes. Et on vous dit à tout moment, n'hésitez pas à aller sur les différentes plateformes sociales de la Fondation Batanga pour nous suivre et voir toutes les opportunités, voir tout ce que nous partageons en matière d'autonomisation économique des femmes et en matière de leadership des adolescentes. Et quant à nous, nous vous disons à tout moment pour d'autres challenges, d'autres terrains. Et merci. Au revoir, merci. Au revoir.